Après être sortis ensemble pendant 5 ans, mon fiancé m'a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir m'épouser, puis il a plaisanté devant ses amis en disant « Si tu étais plus jolie, je t'épouserais ». Ce matin, sa mère m'a appelé en larmes. Dominique et moi sommes ensemble depuis un peu plus de 5 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs à une pendaison de crémaillère, juste 2 personnes qui se sont entendues immédiatement autour d'une haine commune des hippas et d'un amour pour les dessins animés des années 90. Notre relation a évolué à un rythme confortable, 1 an de fréquentation, puis nous avons emménagé ensemble après 2 ans, adopté notre chat Beans à 3 ans et nous nous sommes fiancés l'été dernier. La demande n'avait rien d'extravagant, juste une randonnée un samedi matin jusqu'à notre point de vue préféré, où il a maladroitement sorti l'écrin de la bague de sa poche. J'ai dit oui immédiatement, nous avons fixé la date pour le mois d'octobre et avons commencé à tout planifier lentement enfin, surtout moi qui planifiais pendant qu'il acquiesçait. Il y a environ 3 mois, Dominique a commencé à faire des commentaires étranges quand nous parlions du mariage, rien d'ouvertement négatif, juste des hésitations. Quand je lui montrais des lieux potentiels, il disait des choses comme « C'est beaucoup d'argent pour une seule journée » ou « Devons-nous vraiment inviter autant de gens ?» J'ai mis cela sur le compte d'un comportement typique masculin ou de préoccupation budgétaire. Puis sont venues les réponses tardives à mes messages concernant le mariage, je lui envoyais des propositions de traiteur, il répondait des heures plus tard par « Ça a l'air bien » ou « Ce que tu veux ». Quand je lui demandais si tout allait bien, il disait qu'il était simplement occupé par le travail, son entreprise de construction avait de gros projets. Cela avait du sens. Le mois dernier, il a commencé à sortir plus souvent avec son collègue Paul, il prenait des bières après le travail ou regardait des matchs chez Paul. Encore une fois, rien d'étrange, juste plus fréquent qu'avant. Quand il rentrait, il paraissait distant, vérifiait plus souvent son téléphone et était moins affectueux. J'en ai parlé à ma meilleure amie Léna, elle a suggéré qu'il s'agissait peut-être de stress pré-mariage et nous a conseillé de faire un dîner en amoureux pour nous reconnecter. Le vendredi suivant, j'ai réservé dans un nouveau restaurant italien au centre-ville, mis une jolie robe pas trop habillée, juste quelque chose que je n'avais pas porté depuis longtemps et même acheté la bière préférée de Dominique pour la lui laisser au frigo. La soirée a été un désastre, il était distrait tout au long du dîner, parlait à peine. Quand j'ai évoqué les plans de la lune de miel, il a lâché qu'il n'était pas sûr d'être prêt pour tout cela, pas seulement la lune de miel, mais le mariage, la vie commune. J'étais sidérée, 5 ans ensemble, 8 mois de fiançailles, et maintenant il n'était pas sûr ? Quand j'ai insisté, il a mentionné des conversations avec Paul sur le fait que le mariage changeait les choses, en parlant du divorce compliqué du frère de Paul. La discussion a rapidement dégénéré, j'essayais de ne pas faire de scène dans le restaurant tout en sentant mon monde s'écrouler. Nous avons à peine touché à nos plats. Le trajet du retour s'est fait dans le silence, l'atmosphère lourde. À l'appartement, il a esquivé toute autre conversation, disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir avant de dormir sur le canapé. Le lendemain matin, l'ambiance était atrocement gênante, nous nous déplacions comme 2 étrangers partageant un Airbnb. Il m'a dit qu'il allait rejoindre Paul et d'autres collègues pour déjeuner et regarder un match au Rustinel, un bar sportif du centre. J'étais trop épuisée émotionnellement pour discuter. Quelques heures plus tard, Léna m'a appelée et m'a convaincue de sortir. Nous sommes allés prendre un café, et j'ai tout raconté. Elle m'a écouté patiemment et a suggéré que Dominique avait peut-être juste le trac du mariage. Après le café, nous avons traîné sans but chez Target, mon activité habituelle pour déstresser. J'ai acheté des coussins inutiles et un nouveau shampoing, parce que le shopping est aussi une forme de thérapie, non ? En début de soirée, je me suis sentie plus calme et j'ai décidé de rentrer. En arrivant au parking de notre résidence, j'ai reçu un message de Kilar, un collègue de Dominique que j'avais rencontré à la fête de Noël de l'entreprise. Le message me demandait si j'allais bien, en mentionnant que des choses bizarres s'étaient passées au Rustinel. Je l'ai appelé au lieu de répondre par texto. Il semblait mal à l'aise, réticent à parler au début, mais avec un peu d'insistance, il a fini par me raconter ce qui s'était passé. Les gars taquinaient Dominique sur les préparatifs du mariage, et quand Paul lui a demandé s'il était prêt à passer sa vie avec une seule femme, Dominique a exprimé des doutes sur le timing du mariage. Quand Paul lui a demandé ce qui le retenait, Dominique apparemment ivre a dit quelque chose comme « Si elle était plus jolie, je serais plus enthousiaste à l'idée de l'épouser »,
puis il a ri comme si c'était une blague. Kilar m'a dit que lui et d'autres gars l'avaient interpellé, mais Dominique s'est braqué et a dit qu'il ne savait pas plaisanter. Je suis restée dans ma voiture à pleurer pendant 20 minutes après cet appel. L'homme que j'aimais depuis 5 ans, que je croyais m'aimer, avait plaisanté publiquement sur mon apparence comme étant la raison de son hésitation à m'épouser. Quand je suis finalement rentrée, Dominique était affalé sur le canapé, encore habillé, l'appartement sentait la bière rance. J'ai pris Beans dans la chambre et j'ai verrouillé la porte. Le dimanche matin, je me suis réveillée avec l'odeur du café et du bacon, le petit déjeuner d'excuses standard de Dominique. Il avait l'air mal en point et gêné, espérant clairement que le repas arrangerait les choses. Quand je l'ai confronté à ce que Kilar m'avait dit, son visage s'est effondré. Il a immédiatement tenté de minimiser les faits, affirmant qu'il était ivre et stupide. Selon lui, les gars le taquinaient sur le fait d'être casé, et il avait dit quelque chose d'idiot pour les faire taire. Son excuse du « les gars sont comme ça » n'a fait qu'empirer les choses. Nous nous sommes disputés sur le fait qu'il m'avait humilié devant ses amis, lui insistant que ce n'était pas son intention. Il a essayé d'expliquer qu'il était stressé par les coups du mariage et la pression, mais je n'arrivais pas à dépasser le fait qu'il avait utilisé mon apparence comme la chute d'une blague cruelle. Je ne pouvais pas rester dans l'appartement avec lui. J'ai attrapé mon sac et suis partie chez Elliot. Mon frère a toujours été mon refuge en période difficile. Quand je lui ai raconté, il était furieux, prêt à affronter Dominique, mais j'ai réussi à le calmer en lui expliquant que j'avais besoin d'espace et d'un endroit où rester le temps d'y voir plus clair. Pendant tout le dimanche, Dominique a continué à m'envoyer des messages d'excuses, me suppliant de rentrer et de parler. Je n'ai répondu qu'une fois en disant que j'avais besoin de temps. Le lundi, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, incapable de répondre au téléphone au cabinet dentaire en faisant semblant que tout allait bien. Vers 9 heures du matin, j'ai reçu un appel de Valérie, la mère de Dominique. Nous nous sommes toujours bien entendus. Elle a été plus présente dans notre relation que ma propre mère, qui vit en Floride avec son 3e mari. Valérie semblait bouleversée et m'a dit que Dominique l'avait appelée la veille au soir, et qu'il y avait quelque chose d'important que je devais savoir. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour en parler, et c'est là que je suis maintenant, assise dans ma voiture devant le café où je dois la retrouver dans 15 minutes, me demandant ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre à apprendre, et si ma relation de 5 ans est réellement terminée. Je n'aurais jamais pensé écrire ce message. Je ne cesse de regarder ma bague de fiançailles en me demandant si j'aurais dû voir cela venir. Est-ce que j'étais aveugle, ou est-ce que tout a vraiment changé si soudainement? Dois-je écouter Valérie? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire qui rendrait cela acceptable? Première mise à jour, d'abord, merci à vous tous pour votre soutien incroyable sur mon message initial. Je ne m'attendais pas à des milliers de commentaires. J'ai essayé d'en lire autant que possible entre 2 crises de larmes et des grignotages de secours avec les biscuits Oreo du placard de mon frère. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai rencontré Valérie, la mère de Dominique, et j'en parlerai à la fin de cette mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées en 2 jours, et je suis encore en train de tout assimiler. Après avoir posté lundi, j'ai de nouveau appelé au travail pour dire que j'étais malade. Mon patron a été compréhensif, je n'avais utilisé que 2 jours de maladie en 1 an, et apparemment j'avais l'air d'un cadavre au téléphone. J'ai passé la majeure partie de la matinée dans la pièce de rangement qui fait aussi chambre d'amis chez Elliot, à faire défiler vos commentaires et essayer de mettre de l'ordre dans mes pensées. Vers midi, Lena est passée pendant sa pause déjeuner avec des sandwichs de la sandwicherie près de l'hôpital où elle travaille. Je n'avais presque rien mangé depuis dimanche, donc même si je n'avais pas faim, je me suis forcée à avaler quelques bouchées. Lena m'a doucement rappelé que je ne pouvais pas éviter Dominique éternellement, nous vivions ensemble, nous avions des comptes communs, et il faudrait bien en parler à un moment donné. Elle avait raison. Je ne pouvais pas me cacher indéfiniment chez mon frère, d'autant plus que la copine d'Elliot venait dîner ce soir-là. Je n'avais aucune envie d'être le fardeau silencieux à leur soirée tacos du mardi. Après le départ de Lena, j'ai pris une douche, emprunté l'un des suites à capuche d'Elliot, ne me juge pas, c'était réconfortant et suis retournée à mon appartement. Tout le trajet, j'ai répété ce que je voulais dire. Je n'allais pas crier, pas pleurer. J'allais rester calme, adulte et obtenir des réponses. En arrivant sur notre place de parking, j'ai vu que le pick-up de Dominique était là. Il aurait dû être au travail.
Mon estomac s'est noué tandis que je montais les escaliers jusqu'à notre logement au 2e étage. J'ai ouvert la porte pour le trouver sur le canapé, en survêtement, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi, entouré de classeurs de planification de mariage que j'avais assemblés ces 8 derniers mois. Bin s'était roulé en boule à côté de lui, le petit traître. Il semblait surpris et soulagé de me voir. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas au travail, il a dit qu'il avait pris un congé personnel. Apparemment, il avait passé du temps à revoir tous les plans de mariage, essayant de comprendre comment il avait pu tout gâcher à ce point. Je suis restée debout près de la porte, pas prête à m'asseoir près de lui, et je lui ai dit que revoir les plans de mariage ne changerait rien à ce qu'il avait dit. Ce qui a suivi a été une longue conversation difficile. Il s'est de nouveau excusé pour le commentaire au bar, le qualifiant d'inexcusable et affirmant qu'il ne le pensait même pas. Quand je lui ai demandé pourquoi dire quelque chose qu'il ne pensait pas, il a expliqué qu'il voulait paraître cool devant ses amis, une réponse qui m'a rendue encore plus furieuse. Je lui ai rappelé les dîners avant l'incident du bar, où il avait exprimé des doutes même sobres. Il a admis se sentir stressé par plusieurs choses, un projet de travail en retard, les récits catastrophiques de mariage de Paul, et l'anxiété liée à notre budget de mariage. Mais au lieu de m'en parler, il avait tout gardé pour lui, jusqu'à exploser de la pire manière. En avançant dans notre conversation, il a révélé quelque chose de nouveau, une peur de devenir comme son père. Dominique parlait rarement de son père, qui était parti quand il avait 12 ans après une liaison avec une collègue, pour fonder une nouvelle famille en Arizona. Bien que Dominique ait toujours affirmé que cela ne l'avait pas vraiment affecté, il a maintenant avoué qu'il craignait d'avoir une prédisposition génétique à tromper ou à abandonner sa famille. Je lui ai dit qu'il n'était pas son père, et que la génétique ne déterminait pas les choix relationnels. Sa réponse a été révélatrice, il se demandait s'il pouvait vraiment promettre un « pour toujours », quand le « pour toujours » lui semblait si impossible, vu ce qu'il avait vu en grandissant. Quand je lui ai demandé s'il avait parlé de ses peurs à quelqu'un d'autre, il a hésité avant d'avouer qu'il en discutait parfois avec Killer, un collègue devenu proche. Cela expliquait pourquoi Killer m'avait appelé au sujet du bar. Il était déjà au courant des doutes de Dominique. La conversation a pris un autre tournant difficile quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait exactement. Sa réponse a été douloureusement honnête, de la peur, un sentiment d'être dépassé, et de l'incertitude concernant le mariage, malgré son amour pour moi. Il a expliqué qu'il repensait sans cesse à la façon dont ses parents semblaient heureux, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus tout à coup, et qu'il craignait de reproduire la même situation avec nous. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas partagé ses sentiments plus tôt. Il a répondu qu'il avait peur que je croie qu'il ne m'aimait pas assez. L'ironie ne m'a pas échappé, en cachant ses peurs, il avait créé exactement ce qu'il voulait éviter. Quand je lui ai demandé si sa blague sur mon apparence venait d'un véritable manque d'attirance, il a insisté sur le fait qu'il m'avait toujours trouvée attirante. Il a même évoqué notre première rencontre à la pendaison de crémaillère, en rappelant des détails précis comme mon pull vert et ses mauvaises performances au beer pong. Selon lui, son commentaire venait de son insécurité et d'une tentative maladroite de paraître en contrôle devant ses amis, plutôt que d'avoir l'air piégé. En poursuivant notre échange, je lui ai posé une question cruciale, ses doutes concernaient-ils le mariage en général, ou le fait de m'épouser moi en particulier? Son hésitation avant de répondre m'a tout dit. Il a fini par admettre que, bien que ses peurs soient en grande partie liées au mariage et à l'engagement, une part de lui se demandait si nous étions vraiment faits l'un pour l'autre à long terme. Cela m'a blessé plus que la remarque sur mon apparence. 5 ans ensemble, et il doutait encore de notre compatibilité. Quand j'ai demandé des précisions, il a évoqué les changements depuis nos débuts dans la vingtaine, mon besoin accru d'organisation, son abandon de son rêve de créer sa propre entreprise. Bien que j'ai souligné que l'évolution est normale dans un couple, il s'est interrogé sur le fait que nous avions peut-être évolué séparément au lieu d'évoluer ensemble. À ce stade, je me sentais épuisée émotionnellement. Je lui ai dit que j'avais besoin de m'éloigner pour tout assimiler, son humiliation publique, ses doutes cachés, et maintenant son incertitude quant à notre compatibilité. Il m'a supplié que nous travaillions cela ensemble, proposant une thérapie ou un accompagnement de couple, mais je suis restée ferme sur mon besoin d'espace. Alors que j'étais sur le point de faire ma valise, il m'a dit que mon téléphone avait sonné. J'ai regardé et vu 3 appels manqués de Valérie. Avec tout ce qui se passait, j'avais complètement oublié notre rendez-vous café.
Quand j'en ai parlé à Dominique, son expression est passée de la confusion à l'inquiétude. Il a demandé ce que sa mère voulait me dire, et j'ai expliqué qu'elle m'avait appelé en pleurs la veille, disant qu'elle avait besoin de me parler après le rappel du dimanche soir. Sa réaction était révélatrice, il est devenu pâle et a évité mon regard. Quand je lui ai demandé ce qu'il lui avait dit, il a vaguement parlé de leur dispute et de ses doutes, mais son évasivité m'a rendue méfiante. En insistant, il a dit que ce n'était pas à lui de me le dire et que je devais entendre cela de sa mère. Je me suis éloignée pour rappeler Valérie. Elle a répondu immédiatement, inquiète que je ne sois pas venue. Je lui ai expliqué que j'étais à l'appartement à parler avec Dominique. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire et m'a proposé de nous voir tout de suite. Sa voix avait une intonation étrange quand j'ai dit que j'étais avec Dominique, ce qui a accru mes soupçons qu'il y avait quelque chose de sérieux que j'ignorais. Après avoir convenu d'un rendez-vous dans 30 minutes, j'ai confronté Dominique à nouveau en demandant ce que sa mère savait que j'ignorais. Il a enfin levé les yeux, son visage exprimant la culpabilité et la résignation. Il a dit qu'il y avait quelque chose qu'il aurait dû me dire lui-même et m'a proposé de ne pas être là à mon retour si je le souhaitais. J'ai vite préparé des affaires pour une semaine, avec mes produits de toilette et mon ordinateur. À la porte, Dominique m'a dit qu'il m'aimait. J'ai répondu que parfois, l'amour ne suffisait pas. En route pour retrouver Valérie, Karina, la sœur de Dominique, m'a appelé. Elle semblait clairement préoccupée, demandant ce qui se passait entre son frère et moi. Elle avait entendu parler de l'incident au bar par Paul, et a noté que Dominique ne répondait pas à ses messages, alors que leur mère semblait bouleversée. Quand je lui ai dit que j'allais voir Valérie, Karina a paru surprise et m'a demandé si cette rencontre concernait Maria. Le nom m'a frappé comme un camion. Maria, ai-je demandé. La réaction choquée de Karina et son rétropédalage rapide m'ont fait comprendre qu'elle venait de révéler quelque chose d'important. Elle s'est excusée et m'a supplié d'écouter Valérie, refusant de m'en dire davantage malgré mes questions insistantes. En arrivant sur le parking du café, j'ai aperçu Valérie déjà assise à une table près de la fenêtre, les yeux rougis et gonflés. Peu importe ce qu'elle allait me dire, j'avais le pressentiment que cela allait tout changer. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers la table. C'était un message de Dominique, peu importe ce que ma mère te dit, souviens-toi que je t'aime. J'ai juste eu peur et fait des erreurs terribles. Je comprendrai si tu ne peux pas me pardonner. J'ai rangé mon téléphone, pris une grande inspiration et me suis assise face à Valérie. Merci à tous pour le soutien que vous m'avez apporté dans mes précédents messages. Lire vos commentaires m'a apporté du réconfort et parfois même de la force, même si je n'ai pas pu répondre à chacun. J'écris cette partie depuis un nouvel endroit, l'appartement de Léna. Après avoir vu Valérie hier, je ne me sentais pas capable de retourner chez Elliot ni dans notre ancien appartement. Léna a un canapé-lit légèrement plus confortable que le vieux futon de la pièce de stockage chez mon frère, et son chat Pépère ne me juge pas quand je pleure dans mes céréales à 2 heures du matin. Alors cette rencontre avec Valérie, par où commencer? Le café était bondé pour un mardi après-midi. Un collège communautaire local venait de libérer les cours et la plupart des tables étaient occupées par des étudiants avec leurs ordinateurs. Valérie avait réussi à s'installer dans une banquette d'angle, avec des dossiers qui donnaient une illusion d'intimité. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue, à notre dîner de famille mensuel il y a 3 semaines. Son carré impeccable était légèrement en bataille et elle ne portait aucun maquillage. En 5 ans, je ne l'avais jamais vue sans au moins du mascara et du rouge à lèvres. Elle n'est pas superficielle, c'est simplement sa routine, comme certaines personnes qui ne peuvent pas commencer la journée sans café. Quand je suis arrivée, elle s'est levée pour me prendre dans ses bras. Elle sentait la lavande, comme toujours. J'ai commandé un café noir, même si j'aurais préféré un de ces trucs sucrés au caramel avec chantilly, mais quelque chose me disait que ce n'était pas le moment pour du frivole. Après quelques banalités gênantes, Valérie est entrée dans le vif du sujet. Dominique l'avait appelée dimanche soir, totalement effondrée. Elle reconnaissait que ses peurs de l'engagement et de devenir comme son père étaient réelles, mais il y avait quelque chose de plus immédiat qui expliquait son comportement, Maria. J'ai failli m'étrangler avec mon café. Maria, la nouvelle coordinatrice de projet dans l'entreprise de Dominique, celle qu'il avait mentionnée brièvement à plusieurs reprises. Valérie, tout en déchirant nerveusement une serviette en petits morceaux,
m'a expliqué que Dominique avait développé des sentiments pour Maria au cours des derniers mois. Rien de physique, d'après ce qu'il lui avait dit, mais une connexion émotionnelle suffisante pour remettre en question toute notre relation. Je suis restée là, à essayer d'assimiler cette information, sentant que le café tanguait autour de moi, tandis que Valérie continuait à parler. Dans ma tête, je reliais les points, construisant une chronologie. Maria avait commencé à travailler dans la société de Dominique autour du Nouvel An, je l'avais brièvement rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise en mars. À ce moment-là, Dominique avait déjà changé, plus distant, scotché à son téléphone, plus souvent avec ses collègues. Ce que j'avais pris pour du stress lié à son grand projet semblait maintenant être autre chose. Quand j'ai demandé à Valérie pourquoi elle me racontait cela au lieu de protéger son fils, ses yeux se sont emplis de larmes. En entendant la suite, tout s'est éclairé. Avant que le père de Dominique ne parte en Arizona avec sa collègue, il y avait eu des mois de distance, de remarques blessantes et de disputes inventées pour s'éloigner, au lieu d'avouer la vérité. Valérie ne voulait pas que l'histoire se répète et que je reste dans le noir pendant que Dominique fuyait. Le commentaire au bar prenait soudain tout son sens, pas seulement de l'ivresse et de la stupidité, mais une tentative inconsciente de saboter notre couple pour éviter d'avoir à faire un choix difficile. Nous avons parlé plus d'1 heure. Valérie a partagé son propre vécu, comment elle avait essayé de sauver son mariage, même après avoir appris l'infidélité, comment elle s'était blâmée de ne pas être assez bien. En partant, elle m'a dit une phrase qui résonne encore en moi: la leçon la plus difficile que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous choisir. Il le fait, ou pas. Tout ce qui se situe entre les deux ne fait que retarder l'inévitable. Je suis restée longtemps dans ma voiture après ça, à fixer mon téléphone. Il y avait 3 nouveaux messages de Dominique, tous des variantes de « je suis désolée » et « je t'aime », mais pas un mot sur Maria. Toujours pas prêt à affronter la vérité. Au lieu de répondre, j'ai appelé Léna pour lui demander si je pouvais venir chez elle. Elle n'a posé aucune question, juste dit qu'elle préparait déjà le canapé-lit et qu'elle ramènerait à dîner. C'est le genre d'ami que tout le monde mérite en cas de crise. J'ai finalement écrit à Dominique: je sais pour Maria. Ne me contacte pas tant que tu n'es pas prêt à tout me dire. Je viendrai chercher le reste de mes affaires demain pendant que tu seras au travail. Puis je l'ai bloqué. Pas définitivement, juste pour la nuit. J'avais besoin de silence. En chemin vers chez Léna, Karina m'a appelé. Sa version a confirmé celle de Valérie, avec un détail de plus: elle avait surpris une discussion entre Dominique et Paul jeudi dernier, elle avait confronté son frère et lui avait fait promettre d'être honnête avec moi. Ce qu'il n'avait clairement pas fait. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le soutien sans faille de Karina. Bien qu'elle soit sa sœur, elle m'a dit qu'elle était de mon côté. J'étais soulagée. Je craignais de perdre non seulement Dominique, mais toute sa famille qui était devenue la mienne au fil des années. L'appartement de Léna était exactement ce dont j'avais besoin ce soir-là, un endroit neutre pour simplement exister sans devoir me justifier. Nous avons mangé de la cuisine thaï sur le sol du salon, sa table basse couverte des papiers de ses cours en ligne, en regardant une émission de pâtisserie qu'aucune de nous ne suivait vraiment. Cette normalité banale était comme une bouée au milieu de ma tempête intérieure. Quand Léna est allée se coucher, je suis restée à faire défiler les photos sur mon téléphone. 5 ans de souvenirs avec Dominique, vacances, fêtes, selfies au quotidien. Nos photos de fiançailles nous montraient souriants comme si nous avions gagné au loto. Je faisais des plans dans ma tête pour le lendemain, aller à l'appartement pendant que Dominique serait au travail, emballer d'autres affaires, peut-être parler au propriétaire pour résilier le bail. Quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Margot, c'est Maria. Je sais que tu as bloqué Dominique. Peux-tu me rencontrer demain? Il y a des choses que tu dois savoir. Juste toi et moi. J'ai fixé le message un long moment, le cœur battant. Qu'y avait-il d'autre à apprendre? Et pourquoi cette femme voulait-elle me parler en personne? Après ce qui m'a semblé 1 heure mais n'a été que quelques minutes, j'ai tapé: où et quand? 3e mise à jour. Tout d'abord, merci pour le soutien massif sur mes publications précédentes. J'ai lu vos commentaires pendant des nuits blanches et ils m'ont apporté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour ceux qui me demandent comment je vais, je survis, certains moments sont plus faciles que d'autres. La rencontre avec Maria a eu lieu et ne s'est pas du tout passée comme je l'imaginais.
Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de petit déjeuner près du parc, un territoire neutre je suppose. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, faisant défiler nerveusement son téléphone. Elle avait l'air différente de ce que je me rappelais lors de la fête d'entreprise, moins apprêtée, plus humaine d'une certaine manière, avec ses cheveux attachés en un chignon flou et un maquillage minimal. Ce qui m'a immédiatement frappée, c'est à quel point elle semblait mal à l'aise. Si elle avait vraiment entretenu une liaison émotionnelle secrète avec mon fiancé, ne devrait-elle pas paraître plus sûre d'elle? Pourtant, elle ne cessait de triturer sa tasse de café et évitait mon regard. La conversation a révélé 2 bombes majeures. Premièrement, Maria n'avait aucune idée que Dominique avait développé des sentiments pour elle, jusqu'à ce que Paul le mentionne négligemment la semaine précédente. D'après elle, elle et Dominique avaient travaillé en étroite collaboration sur un projet, échangeant parfois des messages professionnels en soirée, mais rien qui, de son point de vue, dépassait les limites. Elle n'avait jamais flirté avec lui ni encouragé quoi que ce soit au-delà d'une amitié. Elle m'a montré leur historique de messages, principalement des échanges liés au travail, quelques mèmes, rien de romantique ou d'inapproprié. Elle avait même un petit ami depuis 3 ans, qui les accompagnait parfois aux after-work. Deuxième révélation, Paul. Apparemment, il avait délibérément semé la zizanie. Maria l'avait entendu au travail inciter Dominique à explorer d'autres options avant de se poser, en la mentionnant spécifiquement comme quelqu'un qui comprenait Dominique mieux que moi. Elle m'a expliqué que Paul disait à tout le monde que Dominique avait des doutes sur le mariage, plaisantait en disant qu'il se retrouvait piégé et qu'il allait rater sa liberté. À la fin de notre rencontre, je me sentais étrangement calme. Maria n'était pas la méchante que j'avais imaginée. Elle n'était qu'un dommage collatéral, prise au piège entre la manipulation de Paul et la faiblesse de Dominique. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose qui est resté gravé: tu as l'air de quelqu'un qui connaît sa valeur. Ne laisse personne te faire douter de ça. Je suis sortie de cette rencontre avec une nouvelle perspective et un plan. Il ne s'agissait plus seulement de Dominique et moi, mais de l'influence toxique de Paul, de l'histoire familiale de Dominique, et de ma place dans tout cela. J'ai envoyé un message à Karina, lui demandant si elle pouvait organiser une réunion de famille chez elle, un territoire neutre puisque je n'étais pas prête à être seule avec Dominique. Elle a accepté immédiatement. Ce qui nous amène au dîner d'hier. Karina avait tout préparé dans son petit mais chaleureux appartement. Elle avait commandé des plats de cette trattoria près de chez elle, rien de chic, juste des pâtes et de la salade. Valérie est arrivée la première, puis Paul. Karina avait insisté pour qu'il soit là, et enfin Dominique, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les 20 premières minutes ont été atroces. Nous étions tous assis autour de la table, à pousser nos pattes dans les assiettes, à faire de la conversation maladroite sur la météo et la nouvelle table basse de Karina. L'éléphant dans la pièce dévorait presque nos plats, mais personne n'osait l'aborder. Finalement, Valérie a brisé le silence en déclarant sans détour que nous n'étions pas là pour une réunion sociale, mais pour parler franchement de ce qui se passait et trouver un chemin à suivre. Cela a ouvert les vannes. J'ai partagé ce que j'avais appris de Maria, tout en observant attentivement la réaction de Paul. Son visage est passé de la confusion à la défensive, ce qui m'a tout dit. Il a tenté de m'interrompre en disant qu'il voulait juste protéger son ami, mais Karina l'a immédiatement fait taire. Dominique, lui, est resté silencieux presque tout le temps, fixant son assiette. Quand on l'a directement interrogé, il a admis que Maria n'avait été qu'amicale, mais qu'il avait projeté autre chose sur elle parce qu'il avait peur de devenir comme son père. Valérie a eu un sursaut visible à cette remarque. Quand j'ai évoqué la blague au bar, Dominique a baissé les yeux, sincèrement honteux. Il a avoué que cela n'avait rien à voir avec Maria, mais que c'était lui, lâche, qui, au lieu de défendre notre couple quand Paul le traitait de soumis, avait préféré sortir une horreur pour paraître viril. Selon lui, cela n'avait jamais concerné mon apparence. Paul a tenté de tout minimiser en disant que c'était juste une blague entre mecs, mais Karina a rappelé que Dominique et moi étions censés nous marier dans 3 mois. Cette simple phrase, ce rappel que notre mariage approchait à grands pas, m'a frappé comme un coup de poing. Les faire-part avaient été envoyés, les acomptes versés, ma robe attendait dans le placard de Léna les dernières retouches. C'est alors que j'ai dit doucement que je ne pensais plus que le mariage allait avoir lieu. La pièce est devenue silencieuse. Dominique a voulu protester,
mais je l'ai coupé. J'ai expliqué que j'avais passé la semaine à essayer de comprendre comment on en était arrivé là, et que ce n'était pas juste à cause de Maria ou de cette blague ou même de Paul. C'était parce que Dominique n'avait pas été honnête, ni avec moi ni avec lui-même. Je leur ai dit combien j'avais ignoré les signes pendant des mois, son désintérêt pour les préparatifs, le temps passé avec Paul, sa distance émotionnelle. J'avais trouvé des excuses parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Mais je méritais quelqu'un de sûr de moi, quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'une intervention familiale pour comprendre ses sentiments. Paul a lâché une remarque sarcastique sur le fait que je dramatisais, ce qui lui a valu un « tais-toi » synchronisé de Valérie et Karina. Dominique a insisté sur le fait qu'il m'aimait sincèrement, mais qu'il avait eu peur de tout gâcher. J'ai rétorqué qu'il l'avait déjà fait. La discussion a continué pendant des heures, avec des larmes, des mots durs, surtout entre Karina et Paul, et des vérités difficiles. Nous avons rouvert de vieilles blessures et découvert de nouvelles. Vers minuit, alors que nous étions tous épuisés, nous avons atteint l'inévitable, le mariage était annulé. Notre relation de 5 ans avait atteint sa fin. Ce n'était pas une dispute explosive ni un départ dramatique. Juste une reconnaissance mutuelle que quelque chose de fondamental avait été brisé entre nous, la confiance. Peut-être pourrait-elle être reconstruite un jour, mais pas à temps pour un mariage en octobre. Pas avec Maria toujours dans l'entreprise, pas avec cette blague toujours suspendue entre nous. Karina m'a raccompagnée chez Léna ensuite, me rassurant sur le fait que cela ne changeait rien à notre lien. Selon elle, je resterai toujours une membre de leur famille, quoi qu'il advienne avec Dominique. De retour chez Léna, je me suis assise sur le canapé lit dans le noir, laissant la réalité m'envahir. 5 années envolées, mariage annulé, avenir incertain. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et rédigé une liste, appeler la salle pour annuler à compte probablement perdu, rendre la bague, prévenir les invités, déménager, changer le statut de la relation sur les réseaux, Burke. Il était passé 2 heures du matin quand Léna est sortie de sa chambre, m'ayant entendu rentrer. Quand je lui ai dit que le mariage était annulé, elle s'est simplement assise à côté de moi et a passé son bras autour de mes épaules. Nous sommes restés ainsi jusqu'au lever du jour, sans trop parler, juste présente dans l'étrangeté de ma nouvelle réalité. Ce matin, je me suis réveillée avec un message de Dominique, demandant si nous pouvions nous voir pour discuter des aspects pratiques, le bail, les finances, les meubles. Tellement adulte. Tellement définitif. J'avais aussi un message d'Eliott me demandant quand il devait venir m'aider à faire mes cartons mon frère, toujours pragmatique. Et un message de ma mère, qui avait entendu la nouvelle par des cousins suivant Karina sur les réseaux, demandant si elle devait annuler son vol pour le mariage. Ma bague pèse lourd sur mon doigt maintenant. Je la tourne distraitement, un tic nerveux que je ne savais pas avoir. Son design est simple, un diamant rond sur de l'or blanc, rien de tapas accent grave l'œil, exactement comme notre relation. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai appelé la salle ce matin, la coordinatrice était compatissante, mais ferme. À si peu de temps du mariage, l'acompte $8 000 n'est pas remboursable. Argent que nous avions économisé pendant plus d'1 an, en renonçant aux vacances, aux vêtements neufs, au dîner au restaurant. Mon côté rationnel grimace à cette perte, mais mon côté émotionnel s'en fiche. Karina m'a envoyé un message disant qu'un photographe était prêt à transférer notre acompte sur un autre événement à l'avenir. Valérie a proposé d'annoncer elle-même l'annulation à la famille pour m'épargner les conversations gênantes de petits gestes de gentillesse dans l'après. Paul, sans surprise, a envoyé un message d'excuse non sincère sur le fait que « ces choses arrivent pour une raison » et que je trouverai quelqu'un de mieux. J'ai supprimé sans répondre. Maria m'a écrit un court message exprimant ses regrets et réaffirmant qu'il ne s'était rien passé entre eux. Je la crois, curieusement. Elle semble être une victime collatérale dans tout cela, un réceptacle pratique pour les peurs de Dominique et les manipulations de Paul. Le plus difficile, ce sont les rappels du quotidien, le classeur de planification du mariage toujours dans mon sac, la playlist Spotify partagée pour la réception, le dossier, lune de miel, sur mon ordinateur. Des fragments d'un avenir qui n'existe plus. Léna m'a suggéré de prendre un jour de repos mental, mais j'ai préféré aller travailler. Rester à la maison à faire défiler Reddit et ruminer me semblait pire que répondre au téléphone ou classer des dossiers d'assurance.
Mes collègues ont été étonnamment normaux. Soit ils ne savent pas, soit ils font semblant de ne pas remarquer mes yeux gonflés ou l'absence de bague. Je vois Dominique demain dans un café pour échanger les clés et parler de l'appartement. Il a accepté de déménager puisque le bail est à mon nom. Il restera chez son cousin en attendant. Une autre conversation pratique, dans le processus de démantèlement d'un couple. Une part de moi n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. Le mois dernier, nous goûtions des gâteaux et choisissions les chansons de la réception. Maintenant, nous partageons les ustensiles de cuisine et décidons qui garde la console. Je repense à ce que Valérie a dit au dîner, les fins ne sont presque jamais propres ou parfaites. Le plus souvent, elles sont en désordre, tristes et compliquées. Elle en sait quelque chose, elle a reconstruit sa vie après le départ du père de Dominique, élevé seul 2 enfants, et a fini par retrouver le bonheur. Quand je la regarde aujourd'hui, on ne devinerait jamais qu'elle a traversé autant de douleurs. Peut-être qu'il y a de l'espoir là-dedans. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Demain, je m'occupe de l'appartement et des comptes. La semaine prochaine, je commencerai à chercher un logement. L'avenir au-delà reste flou, mais il existe. Karina m'a écrit pour me proposer un café ce week-end. Elle a aussi mentionné que Kenzo, un vieil ami de la famille, proposait de me prêter son chalet de vacances si j'avais besoin de m'éloigner pour me vider l'esprit. Le soutien de la famille de Dominique est inattendu mais profondément apprécié. Je ne sais pas encore si je vais accepter l'offre de Kenzo. Une part de moi a envie de fuir dans un endroit calme pour digérer tout cela, une autre sait que j'ai besoin de mon système de soutien ici. Léna avec sa compassion pragmatique, Elliot avec sa protection de grand frère, même Valérie et Karina avec leur loyauté complexe. Ce que je sais, c'est que je ne consulterai plus l'application de compte à rebours du mariage. Je n'épinglerai plus de décoration de réception. Je ne m'exercerai plus à signer mon nom avec celui de Dominique. Cet avenir n'est plus. Et même si je ne sais pas encore ce qui m'attend, je commence à croire qu'il y aura quelque chose. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon histoire. Une histoire que je n'aurais jamais cru devoir raconter un jour, une rupture inattendue après 5 années d'amour, de projets et de rêves partagés. Mais parfois, ce que l'on croit être une fin n'est en réalité qu'un commencement déguisé. J'ai appris que l'amour ne suffit pas toujours, que la confiance est fragile, et que se choisir soi-même est l'acte le plus courageux qui soit. Aujourd'hui, je reconstruis doucement, à mon rythme, une vie qui m'appartient vraiment. Si mon récit t'a touché, inspiré, ou simplement permis de te sentir un peu moins seul, alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ici, on parle de vie, de cœur, de reconstruction et de vérité. Chaque histoire compte, la tienne aussi. Alors rejoins-moi, et avançons ensemble, un jour à la fois.